Mesdames, Messieurs, chers confrères, chers amis, c'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à cet événement marquant la sortie de la révision du DTU 13.3. Alors on ne l'a pas fait exprès, mais la norme a été publiée hier. Livre de table de chevet pour certains, bible iconique pour d'autres, il oriente pour nombre d'entre vous vos échanges professionnels depuis plus de 15 ans maintenant. À titre personnel, je n'ai pas connu d'autre cadre normatif pour nos ouvrages et je réalise désormais le challenge que cela a dû être pour certains d'entre vous que la création de ce DTU dans les années 2000. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis 2017 suite à plus d'une décennie de retour de terrain. Je me souviens de l'enthousiasme débordant de mon prédécesseur, qu'il est caché là-bas au fond, à démarrer la première révision de ce texte normatif. En effet, outre l'importance de répondre aux nouveaux enjeux satellites à la profession, qu'ils soient environnementaux, sociétals, écologiques, assurantiels ou autres, il était important de se réunir à nouveau pour travailler et continuer à faire de notre profession un exemple en termes de démarche normative et de qualité construction. Dès lors, plusieurs institutions et organismes participèrent aux travaux. 4 années de débats, de questionnements, d'échanges, pour aboutir à un texte révisé, modernisé, ayant pour objectif d'accompagner nos futures expériences professionnelles. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer mes remerciements aux 2 présidents de la commission de normalisation en charge des travaux de révision. Merci Max et François pour votre enthousiasme et votre patience dans cet exercice auquel nous ne sommes pas habitués en tant que chef d'entreprise. Vous avez su rassembler et orienter les travaux afin d'aboutir à un texte renouvelé, plein de promesses pour l'ensemble de la profession. Je remercie également l'ensemble des membres de la commission pour leur présence et leur participation assidue au débat, avec une pensée toute particulière à l'ensemble des collaborateurs de nos adhérents, s'étant relayés pour faire entendre la voix de nos entreprises. La commission DTU, donc démarrée en 2017, je vais faire un petit historique. On a compté avec Jérôme 34 réunions. Alors il y a eu le Covid au milieu, ça a compliqué un peu les choses, donc on a fait quand même 17 réunions pile poil, la moitié en présentiel. Donc ça s'est fait à la Fédé, donc je remercie, il y a beaucoup de gens qui ont participé à la commission qui sont ici. Et on était une trentaine à chaque fois, entre 30, 35, 40 même de temps en temps. Avec donc des maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, experts, contrôleurs techniques, entreprises, qui j'ai oublié encore, géotechniciens, enfin bon, voilà, les industriels, les fournisseurs de béton, les fournisseurs de fibres, les granulats, les adjuvants, voilà. Donc, les assureurs, voilà. Et puis à partir de mars 2020, on a enchaîné les vidéos, les zooms, et bon voilà, c'était beaucoup plus compliqué, ça évitait de se déplacer, mais c'était quand même très long, on a perdu un peu de temps, parce que voilà, au bout de 3 heures de zoom, on perd un peu les gens, donc voilà, les premières commissions avaient lieu sur la journée, et après en zoom, on essayait de faire par demi-journée. Mais voilà, de bons souvenirs, des bons échanges. Je rappelle que le DTU, on est toujours dans le consensus. Donc quand vous verrez des choses, il y a des points sur lesquels vous penserez qu'on n'est peut-être pas allé assez loin. Et voilà, c'est toujours des cotes mal taillées. On est obligé de prendre les avis des uns des autres et finalement de conclure sur un consensus qui fait que voilà, c'est toujours des solutions qui sont équilibrées. La première partie, c'est le cahier des clauses techniques de tous les dalages, sauf les maisons individuelles. Donc, on a regroupé la partie 1 et la partie 2, qui était la partie sol industriel d'usines, de choses comme ça, avec ce qui était grand magasin, par exemple, grande surface. Donc ça a été regroupé. Donc c'est un cahier des clauses techniques qui parle de tous les dalages, sauf les maisons individuelles. C'est la P111, 3.1 qui suivent. La deuxième partie, c'est la P112, deuxième partie, qui est les cahiers des clauses techniques des dallages de maisons individuelles. Donc on n'a plus que 2 types d'ouvrages, maison individuelle d'un côté et tout le reste, si vous voulez, ailleurs, en premier. La troisième partie, c'est ce qu'on appelle les critères généraux de choix des matériaux.
Donc c'est là-dedans qu'on retrouvera les exigences complémentaires de tout ce qui sont de tous les matériaux qui ont été mis en œuvre. Donc c'est là-dedans que vous trouverez les dosages en ciment, c'est là que vous retrouvez des rapports E sur C, c'est là qu'on vous parlera de fluidifiant ou de plastifiant un petit peu, d'adjuvant pour être plus général. C'est là qu'on vous dira le film polyane, ben, il sera comme ci et puis il aura telle épaisseur. Donc tout ceci vous retrouverez dans les cahiers, dans les critères généraux des matériaux. Et puis la dernière partie qui est le CCS, le fameux CCS. Ce CCS redéfinira, comme dans la première fois, mais les complétera un peu, comme dans l'ancien DTU, tout ce qui est limite de prestation et prestation des différents corps d'État les uns par rapport à l'autre. Il y a une chose qui n'a pas changé, c'est toute la partie calcul. L'annexe C, qui était une partie abominable d'un point de vue calcul, si vous me passez l'expression, n'a pas changé, elle est toujours aussi indigeste. Durant la commission, on a eu un certain nombre de discussions. Tout le monde n'était pas d'accord. Il a fallu trancher. Donc, on a décidé que la reprise des efforts de structure dans les dallages était interdite. Désolidarisation. Donc, les tirants sismiques dans les dallages, c'est fini. Les reprises d'efforts des massifs dans les dallages, c'est fini. Parce qu'il faut bien dissocier le métier d'entreprise de sol industriel avec le bureau d'études dallage et puis le métier de creuseur avec les entreprises et les bureaux d'études techniques. Au moins, les cœurs d'État sont séparés, c'est clair, c'est précis. Le principal problème des dallages, c'est le retrait gêné. Donc si on veut résoudre ce problème, on fait du dallage désolidarisé. Donc c'est pour ça que ce que vient expliquer François, tout est désolidarisé, sauf au niveau donc des quais et bétonnage des murs enterrés en sous-sol. Et donc, le point à retenir aujourd'hui, les dallages sont non structurels, entièrement désolidarisés. Pour les aires extérieures, il y avait un besoin de clarification parce qu'on ne savait jamais si l'herbe béquillage c'était de la voirie, c'était du dallage, c'était une forme en béton. Enfin, vous aviez tous les termes qui étaient utilisés. Donc là, maintenant, c'est clairement écrit. Herbe béquillage, bien évidemment, comme c'est un ouvrage annexe au bâtiment, il est bien évidemment en garantie décennale et calculé selon DTU 13.3. Donc, peu de calculs en voirie, comme on pouvait voir, avec des dimensionnements assez exotiques. Donc ça permet de résoudre ce problème-là. Et en fait, l'idée, c'est que dès qu'on a une aire extérieure de béton, si elle sert à un stockage, un chariot élévateur, des rayonnages, des choses comme ça, c'est forcément DTU 13.3. Si elle a une fonction de voirie, de route, c'est hors DTU et c'est calculé selon la norme chaussée. Et donc, c'est plus du DTU 13.3. Donc, la distinction, maintenant, est assez claire. Alors, les nouveautés, il y a eu des choses concernant le support de dallage. Alors, le support de dallage, il y a bien entendu les couches de forme, mais aussi le sol support. Autre nouveauté, c'est sur les critères de réception, des couches, notamment là, on parle de couches de surface, la couche de forme. Sur les modules, ce qu'on appelle les modules des essais à la plaque, les caractérisations en EV2, voire EV1, qui permettent de faire des réceptions du support, sachant que le fameux KW qu'on entendait et qui était encore dans le DTU ancien, qui est parti progressivement mis au placard dans la nouvelle version, était là de façon historique par rapport aux règles de 1990, avec lesquelles on faisait des calculs de dallage. Donc aujourd'hui, c'est plus sur des critères de déformabilité de sol en place et des couches de forme. Donc le KW, vous n'entendrez plus trop parler. Il faut attendre encore quelques mois, quelques années avant de voir disparaître. Alors on a des essais alternatifs qui sont la Dynaplaque. C'est les essais aussi lorsqu'on a des remblais assez importants, je dirais au-delà de... On va dire, pourrait vous dire, un essai de plaque peut permettre de caractériser les terrains sur les couches de forme environ de 60 cm. Donc quand on est au-delà de cette épaisseur-là, soit on fait des essais par couche, des essais à la plaque par couche, soit on peut également réaliser des essais au pénétromètre dynamique en calibrant les réceptions de remblais avec les critères que l'on a sur les normes de remblaiement de tranchées avec des critères qui sont Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Alors ces critères, en fait, le principe, c'est quoi? C'est au pénétromètre dynamique sur un matériau donné. On a voulu résoudre un autre problème
Vous avez sûrement tous eu le cas d'essais difficilement interprétables au niveau du rapport EV2 sur EV1 à cause par exemple, d'une plateforme traitée où on avait des très bons EV2 et des rapports de compactage pas du tout dans la norme. Du coup, ça, c'est expliqué dans le DTE. Il y a plusieurs points dans les annexes, vous irez lire, elles sont très complètes à ce sujet-là. Il y avait aussi des problèmes de mesure du rapport EV2 sur EV1 quand on avait des sols fins parce que leur teneur en eau, elle varie beaucoup. Donc du coup, les essais ne sont pas toujours cohérents. Et aussi quand on teste des matériaux avec des gros cailloux, hein, donc au-dessus de 100. Bon, ça, c'est pas bien sûr pour la couche de forme, hein, c'est pour le sol support, mais c'est pour les remblais de rehausse. Donc ce critère-là, c'est expliqué. Et ça permettra de nous aussi, à nous, d'expliquer à notre client ou à notre contact l'OVRD, l'eau terrassement sur le chantier, à leur expliquer que c'est pas si simple que ça dépend des matériaux et ça va permettre de résoudre quelques problèmes. Pour les sous-produits industriels, il y en a un certain nombre. La règle, de principe, c'est proscrit. Donc on n'utilise pas, sauf études particulières. Bon. Préférer des matériaux, je dirais, naturels et connus, plutôt que s'orienter sur des matériaux dont on ignore la provenance. Voilà. Donc on essaye de faire au mieux, c'est le principe du DTU. Pour cette raison notamment, on a demandé qu'au niveau de l'utilisation de ces matériaux, on a demandé que de façon systématique soit prévu un essai de non-gonflement sur la plateforme. C'est un petit peu dur, systématiquement sur toutes les plateformes, un essai de non-gonflement. Mais comme il y a des matériaux naturels, pas que des matériaux de récupération, qui sont gonflants, si on n'essaie pas de faire le job un peu correctement, on n'y arrivera pas. Donc c'est pour ça qu'on les a imposés, ces essais de non-gonflement, de la même manière qu'on a imposé des essais CBRI, pour ceux qui connaissent les terrassements, mais en permettant que quand ce sont des matériaux qui sont connus, qu'on puisse lever le pied un petit peu sur ces essais CBRI. Mais les essais de non-gonflement, ça, la profession n'y coupera plus à partir de l'application. La profession de terrassier n'y coupera plus à partir de l'application de ce DTU. Au niveau des différents types de dallage, comme la partie 1 et 2 ont été regroupés avec la P111, il y a un tableau qui ressemble un peu au tableau qu'il y avait depuis 2005, donc qui définit l'épaisseur en fonction des types de locaux. Donc vous vous rappelez, partie 1, c'était ex-partie 1, c'était dallage industriel, entrepôt de stockage, donc tout ça c'était... tous ces dallages-là, quelle que soit leur charge d'exploitation, donc 15 cm mini, avec en béton non armé le ST15C, c'est écrit maintenant qu'on peut le relever au crochet, on ne sera plus rappelé par la patrouille quand on le fait comme ça, parce que vous avez tous eu la remarque du contrôleur du chantier. Après, quand on est en béton armé, 0,4% d'armature, donc ça c'est une règle en fonction de l'épaisseur du dallage bien sûr, et par contre on a amené une précision que c'est 0,4% quelle que soit la classe de résistance du ciment. Après on a tous les dallages qui sont dits commerciaux et assimilés, donc dans la mesure où ils ont des charges inférieures à 1 tonne au mètre carré, enfin jusqu'à 1 tonne au mètre carré, ils peuvent toujours se faire en 13 avec les mêmes armatures que ceux que j'ai précités, c'est-à-dire ST15C ou 0,4% d'armature, etc. Il n'y a plus de distinction de surface limite comme aujourd'hui. Et après, il reste les dallages, bien sûr, c'est ces dallages-là commerciaux et assimilés. Quand ils ont une charge supérieure à 1 tonne au mètre carré, ils remontent dans la première partie, donc 15 cm mini avec les armatures correspondantes. Et après, on a la troisième partie de dallage, c'est les dallages, on va dire, tertiaires, écoles, bâtiments sportifs, agricoles. Dans la limite des 1 tonne au mètre carré toujours, ils peuvent se faire en 13, sinon ils seront en 15. Alors au niveau du dallage armé, il y a plusieurs, bien sûr, il y a plusieurs cas où il est obligatoire. Il y a les cas classiques qui n'ont pas changé. Dès qu'il y a un revêtement adhérent, carrelage collé, résine, PVC, sol souple, voilà. Après, les limites de charge, quand on a plus de 8 tonnes au mètre carré en charge répartie, quand on a des charges ponctuelles qui forment une charge moyenne d'exploitation aussi supérieure à 8 tonnes, donc là il y a les règles,
cette règle du polygone enveloppe qui n'était pas très claire dans la version d'avant. On a mis des dessins pour expliquer comment la prendre en compte. Donc elle s'est bien clarifiée à ce niveau-là. On a aussi bien sûr les dallages chauffants, rafraîchissants, et on a rajouté des points au niveau... dès qu'on a des efforts d'arrachement sur un dallage, bien entendu, il faut qu'il soit armé parce qu'il faut qu'on ait une armature en face supérieure. S'il y a des risques de fontis, donc ça, il y a des régions françaises où on a beaucoup le cas. Donc c'est aussi dallage armé. On a aussi le dallage sans joint. Si on veut réaliser un dallage sans joint, c'est forcément pas du béton non armé. Alors ça, c'est du béton armé, et puis il peut y avoir du béton fibré et métallique si sous avis technique. Et il y a aussi un cas où il y a plus de 5 MPa par pression de platine. Donc ça, c'est pour limiter les charges sur les dallages non armés. Donc ça correspond à 5 tonnes si par exemple on prend une platine de 10 par 10. Mais bon, par exemple, ou plus de 11 tonnes si on prend une platine de 15 par 15. Donc c'est quand même une limite qui est relativement élevée et au-delà de laquelle on doit faire un dallage armé. À quoi sert de calculer une ouverture de fissure? En général, une ouverture de fissure, c'est pour assurer la durabilité d'un ouvrage dans le temps. L'ouverture de fissure, qui va être par défaut à 0,4, ne va concerner que les ouvrages béton armés. Il ne faut pas oublier qu'on fait à peu près, je ne sais pas, vous êtes mieux placé que moi, on doit faire 70%, 80% de béton non armé en béton de fibre. Et le béton armé reste pas très très courant. Donc, il faudra qu'on fasse passer le message auprès des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, qu'imposer une ouverture de fissure de 0,2 pour faire plaisir au marché, pour dire, ben voilà, 0,2, il n'y aura pas de fissuration, c'est pas la bonne chose. Hein. Donc, il faut bien faire passer qu'il n'y a pas nécessité d'imposer une ouverture de fissure, parce que si le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre va imposer 0,2, on aura quand même une problématique, les entreprises de soins industriels, les bureaux d'études, qu'est-ce qu'on fait? On fait un dallage béton armé alors que ce n'est pas nécessaire. Donc, il y a un message à faire passer, à savoir que l'ouverture de fissure, c'est vraiment dans des cas spécifiques. On a un dallage avec un agressement, avec un environnement chimique très important qui va être fait en béton armé. Donc là, on ne veut pas que les aciers soient attaqués par l'environnement chimique. Donc là, on impose 0,2 ou 0,3 en fonction du type d'environnement. Et donc là, c'est quand même une précision du marché qui est importante. On n'a pas été révolutionnaire concernant les isolants. On a d'abord traité, on a exclu quelque chose de très pratico-pratique. On n'a pas le droit de faire un dallage avec une finition lissée, avec un isolant en polystyrène, parce que les billes de polystyrène remontent, traversent le béton et puis vous pourrissent la couche de surface. On a mis les pieds dans le plat et on a dit, vous n'avez pas le droit de faire un isolant périphérique simplement, vous êtes obligé de faire un isolant sur toute la surface du dallage. Ou alors vous n'isolez pas. Si vous avez des charges d'un certain type de valeur, si vous isolez, pareil, vous êtes obligé soit d'armer, d'avoir une surface d'isolant d'avoir l'isolant sur toute la surface. Je ne vois même pas pourquoi on se pose la question. Parce qu'un isolant, une chambre froide négative, c'est un ouvrage qui est tellement différent d'un dallage normal. Il y a des températures négatives. Il y a des risques de retrait majorés, il y a des risques de rétrécissement, il y a des problèmes où on chauffe la limite entre la partie intérieure et la partie extérieure. Donc c'est une technologie tellement différente qu'on a préféré y consacrer un chapitre complet. Donc c'est l'annexe D, dans laquelle on a imposé que la première couche qui reçoit l'isolant, qui elle recevra le dallage final, cette première couche doit être en béton. On lui a donné une épaisseur minimum, on lui a donné des armatures forfaitaires minimum, parce qu'on trouve de tout, mais on ne sait jamais vraiment très bien qu'il peut y avoir des problèmes, mais pour savoir exactement d'où vient le problème. Donc, je vous avoue que pour ça, on a été un petit peu bestiaux. Qu'il n'y a pas trop de modifications finalement sur cette annexe C de calcul. Il y a des précisions notamment sur la détermination des modules ES dès le stade de l'avant-projet. Alors, il faut savoir que le géotechnicien intervient tout au long du projet, depuis la conception jusqu'à la réalisation des travaux. Et notamment, lorsqu'on est au stade avant-projet, le géotechnicien intervient à ce stade-là. Et il peut donner déjà une orientation, déjà si on peut ou pas faire un dallage pour l'ouvrage. L'Aziri, c'est arrivé en 2012, donc le DTU 2006, il n'en parlait pas. On a conclu qu'il fallait tenir en compte des points durs.
Donc les points durs, ça se tient en compte sur les vérifications en zone courante de dallage. Donc là, et les vérifications en bord et en aule. Donc les points durs, ils sont pris de manière un peu indépendante. Si c'est un dallage avec joint ou sans joint, donc en général, un dallage sans joint est plus favorable et plus optimisé qu'un dallage sans joint, avec joint, pardon, excusez-moi, dans le cas des inclusions rigides. Donc toutes les règles sont définies en texte. Donc le DTU version 2021 fait référence à la ZIRI, donc le texte de la ZIRI est applicable avec toutes les vérifications de la ZIRI. Alors un dernier point sur le renforcement de sol. Il faut aussi savoir qu'on a écrit un certain nombre de choses dans le DTU, que les tassements se calculent sur G plus Q. Hein. Pourquoi G plus Q? C'est les permanentes de ces exploitations. Je vais faire un petit point sur la géotechnique qui me paraît important, qu'on n'a pas dit tout à l'heure. C'est bien pensé au niveau mission G3, que c'est une mission qui est réalisée par l'entreprise de dallage, pour partie, par l'eau terrassement, par l'eau renforcement de sol. Donc ça, c'est dans la mission G3 de l'entreprise de dallage, il y a la note de calcul, il y a le plan d'exé. Ça fait partie du dossier de la mission G3. Et pas oublier que la mission G4, qui est réalisée par un géotechnicien, elle est obligatoire maintenant dès qu'on a des sols traités, des matériaux recyclés dans la plateforme, ça c'est très important, et en cas de remblai, ça c'est plus classique. Au niveau matériaux béton, donc la partie CGM du nouveau DTU, il y a une page entière sur le béton, parce que ça va plus vous parler. C'est très pratique. Donc, il y a les dosages en ciment qui sont les mêmes qu'aujourd'hui. Je ne reviens pas dessus. Au niveau consistance, c'est du S4 qui est... alors, les termes ont été choisis. Un damier à la lissarde, c'est le tam-tam. Ça vous parlera plus que la lissarde, mais on n'a pas pu écrire tam-tam. Après, au niveau classe de ciment utilisé, donc c'est marqué préférentiellement CEM1, CEM2. Et si on utilise d'autres ciments, donc CEM3 et 4 et la suite, il doit avoir un retrait maximum de 750 microns. Donc ça veut dire que c'est retour sur les fiches techniques de ciment du retrait du ciment. Il y a aussi les rapports ressourcés qui ont été un peu ajustés pour qu'on ait un peu plus d'eau pour hydrater la couche d'usure. Donc vous verrez que avant ça variait entre 0,6 et 0,5 et maintenant ça va varier entre 0,6 et 0,54. Ça change un peu, mais c'est des virgules, mais ça va changer, ça va permettre de rajouter de l'eau pour les dosages, par exemple 320 kg CEM2 42,5, la formule courante. On aura plus d'eau, ce qui permettra de fabriquer un meilleur béton. Toujours dans l'idée de retraiter, de récupérer, de réutilisation. La tendance est d'utiliser des eaux chargées, les cimentiers ou les bétonneux, des eaux chargées ou des eaux décantées. Donc les eaux chargées, on les a interdites, c'est simple. Et les eaux décantées, on les a autorisées dans le cas de dallage revêtu. Pourquoi? Parce que si on a des eaux chargées dans lesquelles il y a n'importe quoi, moins il y a de n'importe quoi et moins on a d'ennuis à l'arrivée. Donc c'est pour ça qu'on est resté un peu prudent, qu'on a fait un peu la part des choses en se disant, bon, ok, eau chargée, niet, eau décantée, oui, mais c'est quelque chose, il faut le savoir, qu'on l'a accepté du bout des lèvres parce qu'on sait que ce n'est pas la panacée. Granulat recyclé, ça bouge beaucoup actuellement parce que dernièrement aussi, il vient de sortir le N206 qui parle des granulats recyclés. L'Eurocode 2 aussi en enquête probatoire qui parle des granulats recyclés. Donc, pour ceux qui ne sont pas très au courant, dans les normes, il définit un certain nombre de choses en fonction du taux de substitution. Donc, on va avoir des granulats qui vont être R0, R1, R2, R3, R4, R5. R0, R1 dans les futurs Eurocode, il ne se passe pas trop grand-chose, c'est-à-dire qu'on garde toutes les formules d'Eurocode pour calculer. R1, R2, R3, là, on va modifier les formules de l'Eurocode. Alors, on va dire que le module c'est plus le même. On va dire que le retrait, c'est plus le même. Et on va dire que le fouillage est plus le même. Et on va prendre en compte ça dans les calculs. Et après, R3, R4, là, il faudra qualifier les matériaux pour avoir les lois de comportement des matériaux. Sur les granulats recyclés, avant adjuvant, je dirais, il y a une chose qui vous ayez en tête, c'est que la norme granulat recyclé,
enfin les recommandations plutôt, autorisent 1% d'impureté. 1% de la masse de granulat. Donc une formule de béton classique, vous avez 1,8 tonne de granulat, ça fait 18 kg d'impureté. Et sur les adjuvants dont je parlais juste avant, là, donc les adjuvants à long maintien en rhéologie, donc qu'on appelle PCE, voilà. Donc ceux-là, ils remplacent petit à petit les anciennes molécules, un type polynaphthalène. Et on sait qu'on a un très mauvais retour d'expérience. Alors dans certains cas, sur certaines formules, c'est bien sûr pas tous les jours, parce que ces granulats, ces adjuvants, ils conduisent à avoir une fenêtre de lissage assez réduite, donc du coup on a des prises hétérogènes, on a des problèmes de finition, de béton qui colle, enfin ça vous connaissez. Donc il y a une note dans le CGM qui indique que c'est à utiliser que dans le cas d'une expérience déjà réussie sur un autre chantier avec la même formule, si on a une couche d'usure, dans le cas de ces adjuvants. Et donc, pour pallier à ce problème, il y a une vérification de la teneur en air qui sera obligatoire sur chaque chantier, comme aujourd'hui vous faites la compression et du fendage. Donc, qu'on soit inférieur à 3,5% si c'est surfacé mécaniquement. Mais plus précisément, quand on a une forte teneur en air, avec en plus souvent des bétons qui sont un peu retardés entre guillemets par l'effet plastifiant, eh bien on se retrouve avec l'air occlus dans le béton qui remonte à la surface du béton. Comme la couche de surface, elle a déjà commencé à faire sa prise parce qu'elle a été talochée, eh bien cet air qui remonte, il est coincé comme l'eau sous la banquise. Et du coup, il y a des bulles qui s'accumulent en partie superficielle dans l'épaisseur du béton. Et du coup, on a des sinistres de délaminage, qu'on appelle le délaminage, qui commencent à apparaître qu'on n'avait pas il y a 30 ans. Donc c'est pour ces raisons-là que cet air occlus a été limité. Ne pas confondre avec le décollement de la couche d'usure, qui, elle, c'est plutôt dû à des problèmes de timing, de façon de la couche d'usure. Pour pallier à ces problèmes-là de matériaux recyclés, de mieux connaître la composition du béton, bien sûr, il faut la demander avant de réaliser son dallage, bon ça c'est évident, mais on a marqué que le BPE doit fournir le premier bon de pesée tous les jours sur chaque chantier. Donc en plus du bon de livraison. Et aussi, alors ça c'est pour améliorer les conditions de travail et les temps de prise, il y a une formule, la formule de béton doit être adaptée, doit être conçue, prévue pour avoir un objectif de 10 heures entre le coulage et la fin du lissage. Rapidement sur l'état de surface, donc maintenant il y a à la demande des unions de revêtement de sol, tous les dallages seront lissés. Plus de brut de règle pour du sol scellé. Ça a été une demande parce qu'ils voulaient avoir une planéité plus élevée. Donc dès que vous ferez un dallage pour sol collé, résine, recevoir un isolant, une chape désolidarisée, tout le temps finition lissée. Et après du pratique, on a rajouté des petits mots qui expliquent ce que c'est du faïençage, des efflorescences, que le dallage est fissuré et pourquoi il fissurait à cause du retrait gêné, etc. Que si on faisait un dallage de fibre, il y avait des fibres en surface. Donc il y a des petites notes qui ont été rajoutées, qui sont un peu parsemées partout dans le document. Qu'est-ce que c'est le point de rosée, etc. pour vous défendre et pour expliquer à vos clients ces principes-là. Les contrôles, on en a déjà parlé. Donc en plus des contrôles classiques, compression, fendage. Donc les essais en fendage, ils seront plus importants que jusqu'à aujourd'hui. Dès qu'on calcule, on se sert du fendage pour calculer le dallage non armé. Ça, c'est un peu pour sécuriser ce type de dallage, y compris en fibre métallique. Et pas oublier les essais de teneur en air dont on a parlé tout à l'heure parce qu'ils sont très importants avec à cause des adjuvants, des granulats recyclés, de l'eau recyclée. Et tout à l'heure, on a aussi parlé des essais pour la plateforme, donc ça qui sont au lot terrassement, donc les essais de compacité, les essais de déformabilité, donc ça c'est l'essai de plaque, et les essais de non-gonflement. Voilà. Avec tout ça, vous avez à peu près le récap sur les essais à réaliser.